Bienvenue à tous dans cette nouvelle série qui secoue les consciences. L'Afrique est riche, mais certains de ces pays sont parmi les plus endettés du monde. Pourquoi? Quelles sont les vraies raisons? Dans ces tout premiers épisodes de notre série de vidéos que nous allons consacrer aux problèmes qui empêchent certains pays africains de décoller, nous allons ensemble remonter à la source du problème. Comprendre, c'est déjà commencer à se libérer. Alors, si vous êtes bien installé, commençons donc. Et ce petit exposé, nous allons la structurer autour de trois grandes parties. D'abord, la partie numéro 1, nous allons parler de l'héritage historique. De l'héritage historique. Et dans la partie 2, nous allons parler du mécanisme actuel de la dette. Le mécanisme actuel de la dette. Et pour finir avec la partie 3, nous allons parler des vieilles habitudes qui freinent le progrès dans ces pays africains. Une fois de plus encore, bienvenue à cette chaîne. Comme nous l'avons dit un peu haut, nous sommes actuellement dans la partie 1, héritage historique. Donc, ce que je voulais nous partager ici dans cette vidéo, je voulais qu'on comprenne le mécanisme historique qui fait de l'endettement un problème crucial des pays africains. Pour comprendre l'endettement actuel, il faut remonter à l'époque coloniale. Les puissances coloniales ont structuré les économies africaines autour de l'exportation des matières premières. Voilà. Donc, ils ont structuré juste et ils sont venus c'est pour chercher les matières premières et repartir. Ils ont structuré l'économie de ces pays-là autour de l'exportation des matières premières sans vraie base industrielle. Parce que quand ils ont fait l'exportation, ils n'ont jamais songé à une base industrielle. C'est pourquoi jusqu'au 1900, années 90, nous n'avons pas eu assez de pays africains industrialisés. À l'indépendance maintenant, beaucoup de pays ont hérité des infrastructures fragiles, des infrastructures politiques fragiles, des infrastructures administratives fragiles. Et on les a abandonnées. C'est un abandon dans un endroit où toi-même tu vas te battre pour restructurer, mais surtout d'une dépendance totale à l'extérieur pour leur économie. Dans les années 70, encouragés par des institutions internationales, certains pays, certains États africains contractent des prêts massifs, d'accord, pour financer leur développement. Donc, ce que nous allons dire ici, juste après l'indépendance c'est dans les années 60, années 70, voilà, les institutions internationales comme les FMI, les banques mondiales ont essayé d'encourager les pays africains à s'endetter, à faire des prêts, des emprunts. Et or, les Africains ne savaient pas que ces emprunts deviendront un jour des dettes. Alors, ils ont fait des emprunts massifs pour déclencher le développement de leur pays. Voilà. Crise, alors, si vous voyez bien les crises pétrolières, la corruption
et la mauvaise planification ont vite transformé ces empreintes en pièges financiers. Ils ont transformé ça en piège. Les Africains se sont retrouvés piégés. Et quel type de piège? Piège financier. Parce que tu es trop endetté, mais tu n'as pas une économie, tu n'as pas c'est que tu dois faire encore des recettes. Voilà, les Africains se sont retrouvés piégés. Nous tombons dans la partie 2 où on va parler du mécanisme actuel de la dette. Nous allons parler du mécanisme actuel de la dette. Aujourd'hui encore, vous voyez les FMI, la Banque mondiale ou même certains pays occidentaux ou bien asiatiques tels que la Chine, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne continuent à prêter de l'argent à l'Afrique, de prêter, de donner une main économique, financière à l'Afrique. Mais ces prêts sont souvent conditionnés. Vous voyez, n'est-ce pas? Ces prêts sont souvent conditionnés, tels que par exemple réforme de l'économie, parce que quand ces pays industrialisés, développés, prêtent de l'argent à un pays pauvre de l'Afrique, alors elle impose des réformes de l'économie, des réductions des services publics ou ouverture de marchés. Par exemple, marché que ça doit être gagné par des entreprises internes sont ouverts aux entreprises de ces pays qui ont porté la main secours. Alors, vous voyez, à ce niveau, et les remboursements absorbent une grande partie des budgets publics de l'État endetté. Vous voyez, à ce niveau, on a un résultat très simple. On emprunte pour rembourser. Et pendant ce temps, les populations manquent d'écoles, des hôpitaux, des routes, des infrastructures dignes de son nom, des couvertures sociales. Et à l'heure où nous sommes en train de parler, certains pays africains, surtout ceux qui n'ont pas encore déclenché leur développement, pensent toujours à une aide extérieure. Nous tombons enfin dans la partie 3, les vieilles habitudes qui freinent le progrès, les vieilles habitudes qui freinent le développement. Vous voyez, ce n'est pas seulement un problème de dette qui est le problème africain. Ces pays mal organisés, mal développés de l'Afrique ne connaissent pas seulement le problème de dette, mais ils connaissent aussi le problème des vieilles habitudes qui freinent leur développement. C'est aussi question de culture politique et économique. Vous voyez, trop de pays maintiennent le système de gestion dépassé, archaïque, l'ancien. Ils n'ont pas envie de changer. Vous voyez, ils n'ont pas envie de changer. Le budget est mal géré. Vous voyez, le contrat, c'est opaque, c'est flou. On ne peut pas expliquer le contenu d'un contrat. Le contrat est géré en coulisses, en un seul mot. Voilà, le service public est inefficace. Vous voyez, c'est le service public qui peut faire entrer assez d'argent au niveau des trésors publics. Et si vous partez dans ces pays mal développés, mal structurés, qui refusent de déclencher leur développement, vous allez voir que les services publics sont mal gérés, inefficaces. Ça ne marche pas. Les gens travaillent pas pour l'État, mais ils travaillent pour leurs propres personnes dans le service public. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la dépendance aux matières premières. Ça, c'est vraiment c'est un problème énorme. On vend, par exemple, si on prend bien en Afrique, on vend des cacao, mais on importe le café. Ouais, n'est-ce pas? On vend le cacao, on importe le café. On vend, par exemple, du pétrole et on importe de l'essence, on importe des gasoil, on importe des gaz domestiques, ouais, n'est-ce pas? On vend de l'or, mais on importe des bracelets en or, on importe des ordinateurs, on importe
des téléphones. Et ça, c'est un problème. On vend de l'uranium brut, mais on importe certaines matières dont l'uranium était utilisé. Vous voyez? Donc, l'industrialisation, on détruit nos matières premières et on prend ces maigres sommes pour encore payer cher ces mêmes matières qui ont été transformées ailleurs. Et ça aussi, c'est un problème d'une vieille habitude qui ne va jamais changer. Voilà un signe d'une catastrophe sur un long terme. Vous voyez, ça c'est vraiment très dangereux pour les pays en voie de développement. Et si on revient encore avec notre ère actuelle, l'ère de l'Internet, l'ère des réseaux sociaux, c'est catastrophique. Catastrophique pourquoi? Maintenant, la plupart des entreprises sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Tout se passe sur les réseaux sociaux au point où on voit actuellement que les monnaies seront gérées en ligne. Les monnaies sont vraiment électroniques et tout est électronique. Ça veut dire que la fiscalité même doit être gérée électroniquement et ça doit faire l'objet d'une bonne formation, d'une bonne équipe, d'une bonne institution pour un État. Par exemple, prenons un État très pauvre qui veut se lancer au même pied que les autres qui sont développés. Cet État devait structurer déjà la fiscalité à travers les réseaux sociaux, au point où les flux économiques qui se passent à travers les commerces en ligne, les ventes en ligne, tout ce qui est lié à l'économie en ligne doit être fiscalisé. Et à ce niveau, l'État tire intérêt vraiment des choses. Parce que actuellement, beaucoup de gens vont vous dire qu'ils sont en train de faire des ventes, ils sont en train de faire des affaires, ils sont des entrepreneurs, mais tout ce qu'ils sont en train de dire là se passe en ligne. Et en ligne, comment récupérer cet argent? Ça doit être le travail de l'État. Et à ce niveau, l'État doit avoir une institution très solide pour ça. Mais dans ces pays africains mal développés, on n'a pas ces gens. On peut même aller jusqu'à voir où il n'y a pas de réseaux sociaux dignes de leur nom, où ils laissent la population en train de marcher sur un système trop archaïque. Voyons à peu près ce que j'ai apporté en détail pour le premier épisode de la série que je dois consacrer uniquement pour le problème de l'Afrique, le problème lié aux pays africains. Comment on appelle développer cette série, cette structure autour de là. En conclusion, voilà, la dette africaine n'est pas une fatalité, hein, c'est pas une fatalité. Elle est le fruit d'un passé lourd, et des choix politiques parfois erronés. Pour s'en sortir, il faudra du courage. Voilà, les Africains vont avoir du courage, les jeunes, surtout la jeune génération, va avoir du courage. Mais il faut aussi faire des réformes profondes, mais surtout une nouvelle mentalité. Voilà, nouvelle génération, nouvelle mentalité, tout ira bien. C'est là, et c'est là la responsabilité. Voilà. Donc, nous allons avoir une mentalité de la responsabilité, une mentalité de l'autonomie, c'est-à-dire une mentalité de l'indépendance vraie, une mentalité où l'homme noir se reconnaît vraiment digne et qu'il se considère comme détenteur de la vraie connaissance. Dans le prochain épisode, on parlera d'un autre poids lourd, voilà, d'un autre poids lourd. Si vous êtes vraiment motivé pour suivre ces séries avec moi, alors on parlera de poids lourd et la politique. On va se poser la question pourquoi certains dirigeants africains refusent de changer ce qui doit l'être. Pourquoi certains dirigeants africains refusent de changer ce qui doit l'être. À bientôt et n'oubliez pas, comprendre, c'est déjà agir. Comprendre, c'est déjà agir. À tout à l'heure. Merci.